Jusqu'à présent, j'ai fait la partie science, maintenant je vais faire la partie science-fiction. Donc voilà, la partie sérieuse est finie, on va pouvoir parler de choses rigolotes, très spéculatives, on en discutera après j'espère. Donc, c'est aussi la partie moins sérieuse de mon exposé, parce que c'est aussi la partie où quand j'ai réalisé que j'avais 3 heures au lieu d'1 heure et demie, j'ai un peu mis tout en vrac, donc c'est très désordonné. D'habitude je parle d'habitabilité, de choses encore un peu sérieuses sur le climat, etc. Et puis à la fin sur les signatures de vie. Et en fait, j'ai décidé de mélanger les deux parce que je pense que le concept de zone habitable, dont vous avez sûrement entendu parler, il est en fait très lié à la question de la recherche de vie. Et il est très discuté en ce moment pour des raisons qu'on va voir, alors qu'en fait je pense que la définition classique est très intéressante pour plein de raisons. Alors je ne sais pas jusqu'où j'aurai le temps d'aller dans mon exposé. Si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu du cas de Mars, non pas en tant qu'exoplanète, mais en tant que leçon à bien garder en tête d'un objet où on a beaucoup cherché de vie et où on a eu souvent tendance à voir la vie un peu sous toutes ses manifestations et de voir qu'en fait, au fur et à mesure que notre capacité d'étudier Mars devenait de plus en plus accrue, la biosphère martienne se réduisait à l'état d'une molécule et puis finalement peut-être de plus rien du tout. Mais ça je verrai si j'en parlerai après. Alors simplement quant au concept de biosignature, bon déjà ça dépend bien sûr de à quelle échelle on regarde les choses. Si on regarde la Terre comme ça, la vie se manifeste d'une façon assez évidente. Déjà si on la voit depuis l'orbite de Mercure, c'est probablement plus difficile de voir la vie. Et donc ça dépend complètement de la façon dont on observe. Donc là, on peut schématiser la chose en disant, on prend une planète, bon, on n'en connaît qu'une pour l'instant où il y a de la vie. Cette vie a une action, elle génère des anomalies, elle fait quelque chose qui se manifeste à travers des observables qui sont modifiés ou complètement générés par la présence de vie. Et il y a un observateur éventuellement qui va voir ces signatures-là. Et quelle est l'interprétation qu'il va en faire? C'est-à-dire que quand on fait ce modèle dans ce sens-là, on sait que c'est la vie qui a généré ça, etc. Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que c'est facile de démontrer que ce qu'on observe est lié à la vie? Donc ça est très très biaisé, c'est pas facile de se mettre dans la position d'un observateur qui n'a pas d'avis a priori sur ce qui se passe sur la Terre ou sur une planète équivalente. Alors Carl Sagan a fait cette expérience intéressante en jouant le jeu de cette naïveté et en publiant ce papier célèbre en 1993, A Search for Life on Earth from the Galileo Spacecraft. Donc ils ont utilisé justement le passage de la sonde Galileo dans sa route vers Jupiter. Donc la sonde a fait plusieurs assistances gravitationnelles, donc passé proche des planètes internes, pour finalement obtenir sa trajectoire vers Jupiter. Et lors de ces passages vers la Terre, ils ont pointé les instruments en se disant « Tiens, une planète, y a-t-il de la vie sur cette planète ?» Donc ils ont essayé de jouer ce jeu-là, c'est assez intéressant à lire comme article. Donc voilà, j'ai résumé donc la présence d'oxygène, des pigments voilà, à la surface de la Terre qui ressemblent à de la chlorophylle. Du méthane en très fort déséquilibre thermodynamique avec le reste de la composition atmosphérique, et puis après des impulsions électromagnétiques d'origine artificielle. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors bien sûr, là à nouveau, on est dans le cas d'une sonde qui passe à proximité d'une planète. Quand on parle des exoplanètes, on se pose la question de voilà, qu'est-ce qu'on pourra en apprendre, et bien sûr, en astrophysique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des spectres du rayonnement. Je vous ai montré tout à l'heure le spectre très très schématisé d'une planète avec sa partie visible et sa partie infrarouge. Donc voilà le spectre de Vénus, de la Terre et de Mars. Donc la Terre en bleu, Vénus en orangé et Mars en rouge, avec la partie réfléchie, la partie d'émission thermique et puis les différentes signatures spectrales qui sont liées aux constituants atmosphériques. Donc dans le cas de Mars et de Vénus, essentiellement à basse résolution, on va dire, avec la résolution qu'on pourrait obtenir avec des futurs instruments pour les exoplanètes, on ne voit que des signatures du dioxyde de carbone, en particulier à 15 microns, là, cette grosse absorption qui est aussi sur Terre. Et dans le cas de la Terre, on voit plusieurs choses. D'abord, on voit la présence très structurante de vapeur d'eau,
notamment dans le proche infrarouge, mais aussi ici au-delà de 16 microns, et là il y a une grosse bande à environ 7 microns, 6-7 microns. Et puis deux choses étonnantes, donc une grande richesse en oxygène moléculaire qui se manifeste par cette raie à 760 nanomètres, très marquée, et puis une très forte bande d'absorption infrarouge, enfin une bande infrarouge à 9,6 microns, qui est très très notable, qui est avec la signature du CO2, la bande la plus marquante de l'émission thermique de la Terre. Et bien sûr, ce qui est fantastique, c'est que ça, c'est une manifestation de la présence de vie sur Terre. Cet oxygène est généré par la vie, on va voir comment, et l'oxygène enrichissant l'atmosphère, suite à l'action du rayonnement UV, le rayonnement UV dissocie l'oxygène en oxygène atomique. L'oxygène atomique réagit dans la moyenne atmosphère avec l'oxygène moléculaire et forme de l'ozone. Et donc l'ozone n'est pas un produit biogénique à proprement parler, mais c'est un traceur de la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Donc d'où vient cet oxygène ? Il vient de la photosynthèse oxygénique, qui consiste, c'est une invention, un métabolisme inventé par la vie, qui lui a donné un avantage extraordinaire aux organismes qui ont pu faire ça, qui lui permet en fait d'utiliser l'hydrogène contenu dans l'eau pour réduire le carbone contenu dans le dioxyde de carbone et pour ainsi créer des sucres, de la matière organique. Et ce processus libère de l'oxygène, qui est l'oxygène qu'on trouve dans l'eau et pas dans le CO2. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter dans le bilan une molécule d'eau pour respecter la stoichiométrie. Sinon, on va croire que l'oxygène vient du CO2. L'oxygène vient de l'eau. Et alors, pourquoi est-ce que ça produit une atmosphère riche en oxygène ? Ce n'est pas forcément évident à comprendre parce qu'en fait, la réaction inverse existe. C'est-à-dire, nous, on fait la réaction inverse. On respire de l'oxygène qu'on utilise en fait pour oxyder des sucres et des molécules organiques et libérer de l'énergie, donc on fait de la respiration, mais même si on n'était pas là, l'oxygène réagirait et oxyderait la matière organique, on sait que la matière organique s'oxyde. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une accumulation d'oxygène ? C'est parce qu'une partie de la matière organique est isolée de l'atmosphère, est enfouie, ce qu'on appelle l'enfouissement du carbone, c'est ça par exemple qui a généré le pétrole. Le pétrole, le gaz naturel, etc. C'est une partie de la biosphère qui sédimente et se trouve hors d'oxydation de l'atmosphère. Donc à chaque fois que vous avez un carbone qui est enfoui, ça libère une molécule d'oxygène orpheline qui va aller s'accumuler dans l'atmosphère. Voilà, donc le rythme d'accumulation de l'oxygène, c'est le rythme d'enfouissement du carbone. On pense par exemple qu'il y a environ 300 millions d'années, quand la vie a inventé, je vais dire ça très vite, je ne suis pas biologiste, quand la vie a inventé le bois, au Carbonifère, donc l'époque qui a créé toutes les réserves de pétrole, cet enfouissement du carbone est devenu extrêmement important. D'abord parce que les forêts couvraient toute la planète, et aussi parce que le bois n'était pas encore très putrescible, c'est-à-dire que les bactéries de l'époque n'étaient pas encore adaptées à ça et ne savaient pas processer le bois, consommer le bois comme aujourd'hui. Enfin, je le dis probablement très mal, mais en tout cas, on pense qu'à ces époques-là, il y a eu en fait une accumulation d'oxygène supérieure à celle qu'on a aujourd'hui, avec peut-être 2 fois plus d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre qu'aujourd'hui, à cause d'un très fort enfouissement de carbone organique, et c'est ça qui a généré les réserves de pétrole qu'on épuise au jour d'aujourd'hui. Donc ça, on ne sait pas quand ça a commencé sur Terre. C'est-à-dire que l'origine de la photosynthèse, et puis les êtres photosynthétiques, en tout cas pour la photosynthèse oxygénique les plus anciens, on ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire que il y a 2,7, 2,5 milliards d'années, c'était là de façon à peu près avérée, mais c'est pas facile parce qu'on peut voir des choses, des stromatolites, des choses qui semblent associées aux cyanobactéries qui font la photosynthèse, mais ça peut être aussi des choses un peu différentes. Donc voilà, il y a des gens qui sont persuadés que ça existe depuis très très tôt dans l'histoire de la Terre. Par contre, on sait quand l'oxygène s'est accumulé de façon quantitative dans l'atmosphère. On a des marqueurs de ça, et ça s'est passé il y a environ 2,5 milliards d'années. Donc ce qu'on appelle la grande oxydation ou l'oxygénation de l'atmosphère. Ça ne veut pas dire que c'est le moment où la photosynthèse est apparue, ça veut dire que c'est le moment où l'enfouissement du carbone
a commencé à produire cet enrichissement. Ça peut être lié à une configuration continentale, ça peut être lié à plein de choses. C'est un des grands mystères, mais en tout cas, ça fait à peu près 2,5 milliards d'années qu'on commence à avoir, ça a augmenté de façon graduelle, on ne se connaît pas très bien la courbe d'évolution. Ça fait à peu près pour la moitié de l'histoire de la Terre qu'on a une atmosphère riche en oxygène et avec une couche d'ozone. Donc on peut s'amuser à faire des simulations en prenant différentes quantités d'oxygène. Donc PAL, c'est Present Atmospheric Level, et on peut diminuer ça. Hein. Donc ici, vous avez 1/100 millième de la quantité d'oxygène. Et ce qu'on va faire, c'est calculer en même temps, de façon cohérente, tout le reste étant par ailleurs la même chose. Éventuellement, on peut changer la luminosité solaire si on remonte le temps. On va avoir ici le profil d'ozone et ici le profil de température de l'atmosphère terrestre. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la stratosphère, l'augmentation de température dans l'atmosphère moyenne, elle est liée à l'absorption par l'ozone du rayonnement UV proche et visible par la molécule d'ozone. Donc si vous avez moins d'oxygène, vous avez moins d'ozone et vous avez aussi un réchauffement stratosphérique qui petit à petit disparaît ici. Donc ça, c'est le genre de structure qu'on peut faire quand on remonte le temps de l'atmosphère de la Terre, en supposant par ailleurs que par exemple le CO2 a la même quantité, ce qui n'est pas du tout sûr, le méthane a pu varier, etc. Et donc on peut regarder aussi comment varient les signatures spectrales associées à ça. Donc ici on est dans le visible, avec une très basse résolution. Donc ici on a l'arrêt d'oxygène à 760 nanomètres. Donc ça, on modélise dans la lumière réfléchie donc l'arrêt d'oxygène actuel. Si vous mettez que 10% d'oxygène, elle a quasiment disparu. Elle a totalement disparu si vous mettez que 1% d'oxygène. Et ce qui est très joli, c'est que si vous regardez l'ozone, la signature de l'ozone ne disparaît que pour de l'ordre de 10-4 à peu près. Enfin 10-4, il n'y a plus rien, mais jusqu'à 1 millième. Donc par exemple ici, 10-1, il n'y a quasiment plus rien. 10-1, elle s'est même renforcée, la signature de l'ozone. Alors comment elle peut se renforcer parce qu'on met moins d'ozone? C'est simplement parce qu'on change le profil thermique. D'accord? On regarde en fait l'émission thermique. L'émission thermique vient d'un niveau de l'atmosphère. Et le fait que vous voyez de l'absorption dans le spectre, c'est parce que vous avez une température d'émission ici qui est plus basse que la surface. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est le contraste de température entre la couche d'ozone et la surface. Donc vous pouvez avoir moins d'ozone, mais elle peut être toujours optiquement épaisse et à température plus basse, donc vous pouvez avoir une signature plus marquée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ozone est un très bon marqueur de la présence d'oxygène, puisqu'en fait on peut continuer à avoir une bande d'absorption de l'ozone, même pour des abondances d'oxygène très faibles. Donc c'est un meilleur marqueur que l'oxygène. J'ai une collègue qui s'appelle Lisa Kaltenegger, qui s'est amusée en supposant un scénario pour l'évolution de l'atmosphère terrestre. C'est vraiment un scénario, on a très très peu d'indications de ce qu'était l'atmosphère de la Terre dans le passé, très très peu d'indications. Il y a une espèce de modèle standard, mais je ne sais pas trop ce qu'il vaut, ou plutôt je sais qu'il ne vaut pas grand-chose, non pas parce qu'il est particulièrement faux, mais parce qu'on pourrait en imaginer d'autres. C'est un modèle très théorique. Voilà. Donc un modèle où on a beaucoup de dioxyde de carbone au début. Bon, l'oxygène apparaît, ça c'est à peu près sûr. Après, on ne sait pas exactement si ça monte très vite et si ça reste stable. Donc la couche d'ozone, c'est finalement ce qu'on vient de voir, les modélisations que je viens de voir. Et puis le méthane, où on pense que... alors c'est là où je ne suis pas forcément d'accord. Le méthane, très riche, et puis qui diminue quand on augmente l'oxygène. Alors... Ce qui me gêne un peu dans cette histoire de méthane dans l'atmosphère primitive terrestre, en tout cas dans l'atmosphère il y a 3 milliards d'années, c'est que l'argument est le suivant. C'est de dire on prend le flux de méthane biologique qui est produit par les méthanogènes sur Terre, et selon qu'on a une atmosphère riche en oxygène ou une atmosphère sans oxygène, le temps de vie chimique du méthane, si on passe de là à là, il est multiplié par 100 à 1000. C'est-à-dire qu'à flux donné, on va avoir 100 à 1000 fois plus de méthane dans l'atmosphère. Donc si aujourd'hui on a 10-6, on va avoir 10-3. Et à 10-3, le méthane, c'est très important dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre très fort, etc. Sauf que ce méthane-là, il vient de quoi? Il vient des méthanogènes qui en fait se nourrissent de la production primaire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la photosynthèse, ces méthanogènes-là, ils sont hétérotrophes, ils ont besoin de matière organique. Ce n'est pas des méthanogènes litho-autotrophes qui vivent de l'hydrogène et du CO2. Ceux-là, ils produisent du méthane, mais on est quasiment incapable de mesurer le flux global au niveau de la Terre, c'est très faible. Donc le flux de méthane essentiellement créé aujourd'hui,
c'est un reprocessing, c'est une transformation de la matière organique qui est créée par la photosynthèse. Donc ici, il faut quand même qu'on ait une photosynthèse, une production primaire de matière organique importante pour pouvoir avoir des flux de méthane importants. Donc c'est là où cet argument-là, à un moment donné, il est un peu biaisé. On en reparlera après sur un calcul un peu quantitatif. En tout cas, si on prend ce scénario-là, on peut voir comment évolue, si vous voulez, la signature spectrale de la Terre au cours des temps, et de voir que, par exemple, cette signature héritée du vivant de l'ozone, on arrive à la voir à peu près sur toute la période où on a commencé à avoir de l'oxygène, sur à peu près la moitié de la vie de la Terre. Et si on en croit ce scénario avec du méthane, au jour d'aujourd'hui, il y a trop peu de méthane pour qu'on arrive à le voir de façon certaine dans le spectre d'émissions thermiques, mais si on remonte suffisamment, on avait la concomitance de l'ozone et du méthane qui était très fortement marquée dans le spectre, donc on n'est pas forcément à l'optimum des biosignatures. C'est-à-dire que, selon ce scénario-là, si un extérieur, j'ose pas dire un extraterrestre ou quoi, si quelque chose regardait la Terre, il aurait pu voir, selon ce scénario, une signature d'ozone extrêmement marquée et une signature de méthane extrêmement marquée, et donc là un déséquilibre, une anomalie assez profonde, quelle qu'en soit l'interprétation, une anomalie thermodynamique assez profonde qui existe au jour d'aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément visible dans le spectre. Ça, c'est assez intéressant. Alors, on n'a pas besoin trop de regarder ça dans les détails, simplement ce que je vous disais, donc on a une production, on a cette réaction là de la photosynthèse et la réaction inverse. Donc on a à peu près une mobilisation, on calcule assez bien maintenant les grands cycles des éléments sur Terre, cycle du carbone, cycle de l'oxygène, qui sont liés, et on a à peu près 190 gigatonnes d'oxygène par an qui sont produits par la photosynthèse et qui sont consommés. On est à l'équilibre, on n'est pas en train de pomper l'atmosphère de la biosphère vers l'atmosphère ou inversement. Donc c'est à l'équilibre, et donc on a un recyclage qui est rapide en fait d'un recyclage de l'oxygène atmosphérique en à peu près 6000 ans. Par contre, si on coupait photosynthèse et respiration, on passe sur un autre cycle qui est le cycle abiotique, qui est simplement, on va avoir une consommation de l'oxygène atmosphérique par l'oxydation des sédiments, justement ces fameux carbones enfouis qui remontent à la surface à ce rythme-là, de 0,05 gigatonnes de carbone par an. On a aussi un peu d'oxydation d'hydrogène volcanique, etc. Donc là, le temps de recyclage de l'oxygène, il est d'à peu près 8-9 millions d'années. Donc c'est le temps de vie de l'atmosphère d'oxygène. Si on détruisait toute forme de vie terrestre, c'est même pas tout à fait vrai, parce que si on détruisait toute forme de vie terrestre, on aurait toute la biosphère à oxyder, et ça irait en fait beaucoup plus vite que ça. Donc, mais bon. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est un calcul que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut associer à chaque réaction de photosynthèse une espèce de barrière énergétique, un coût énergétique. Pour faire passer le carbone du CO2 dans un sucre, dans une molécule organique, on peut dire qu'il faut tant de calories par mol. Voilà, c'est ce que ça coûte, etc. Alors donc du coup, on peut calculer l'énergie mobilisée par la biosphère, l'énergie qui correspond à une transformation d'énergie radiative, des photons du Soleil, en énergie chimique. Cette conversion d'énergie radiative en énergie chimique, on peut la calculer. Et on peut la comparer à ce qu'on reçoit du Soleil. Ça, c'est un exercice intéressant. Donc, la Terre, par unité de surface de la Terre, reçoit 340 watts par mètre carré. Donc, c'est 1360 watts par mètre carré à la distance du Soleil, mais vous répartissez ça sur une sphère, donc il y a un rapport 4. Donc c'est 340 watts par mètre carré. 30% est réfléchi vers l'espace. L'albédo de la Terre, c'est 0,3. Donc à la surface, vous avez 240 watts par mètre carré qui arrivent. Et si maintenant on compare, d'après vous, ça fait combien l'énergie transformée par la biosphère, c'est quelle fraction de ça que la biosphère transforme en énergie chimique? C'est quoi, d'après vous, le rendement de ça? Moi, j'ai été très surpris par le chiffre. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup. 1 millième. À peu près 1 millième, donc cette quantité-là. Alors, on pourrait dire 1 photon sur 1000, c'est pas tout à fait vrai, parce que selon la partie du spectre, le nombre de photons varie, mais grosso modo, 1 millième est converti par la production primaire en énergie chimique. C'est monstrueux. C'est par exemple 3 fois plus que le flux de chaleur interne dissipé par la Terre. Et alors,
c'est très intéressant parce qu'on va voir après que sur les concepts de vie d'habitabilité, où on va s'intéresser à l'habitabilité de surface, actuellement, beaucoup de gens revisitent ce concept en disant « ouais, non, mais la zone habitable, on s'en fiche, il peut y avoir de l'habitabilité, il peut y avoir de l'eau liquide à l'intérieur d'une planète, on en cherche à l'intérieur de Mars, il y a les satellites glacés des planètes géantes qui ont de l'eau à l'intérieur, on sait que sur Terre, il y a toute une activité biologique interne qui ne dépend pas du Soleil, qui sont les chimiolithotrophes en français, voilà. Et qui effectivement est une biosphère très étendue, etc. Et donc on se dit, ouais, mais une exoplanète, pourquoi exclure? Alors la question de pourquoi exclure, c'est parce qu'on veut le voir. Et donc, maintenant posons-nous la question, quelle est la fraction? Alors, imaginons, donc les chimiolithotrophes, ils dépendent du flux de chaleur interne. Non pas directement, c'est très très dur d'exploiter l'énergie thermique, mais ça peut créer des gradients redox, qu'ensuite des déséquilibres thermodynamiques, des déséquilibres chimiques qu'ensuite la vie peut utiliser, et la vie a à peu près utilisé tous les déséquilibres redox qu'on peut trouver sur Terre, elle est très forte pour trouver des solutions. Mais grosso modo, c'est très dur d'estimer la fraction de ce flux de chaleur interne que la vie est capable d'utiliser. Les estimations les plus optimistes disent qu'à peu près 1/100000 de ce flux de chaleur est possiblement utilisable par le vivant. Donc, comment ça se passe? Ce flux de chaleur, il crée des gradients thermiques, il crée de la circulation d'eau, et donc c'est à travers ça qu'on peut l'exploiter, donc c'est un rendement extrêmement faible. Donc grosso modo, vous avez un facteur d'environ plus d'1 million entre la fixation de la mobilisation d'énergie par la production primaire photosynthétique et par les autres types de métabolisme ceux qui ne dépendent pas du rayonnement solaire. Donc ça c'est intéressant. Alors Mini Crosing, un géochimiste, a fait ce genre de calcul et il dit, bien sûr en faisant une analogie avec la Terre, dans un monde qui serait, où il y aurait une production primaire uniquement chimio-autotrophique, la séquestration organique du carbone n'aurait que des effets complètement mineurs sur les grands cycles globaux, les cycles du carbone sur cette planète, en l'absence de photosynthèse. Donc globalement, c'est quand même si bien sûr, en termes d'habitabilité, on va voir qu'en fait ce terme d'habitabilité, il est mal choisi, mais la zone habitable, finalement, en tant que zone où on peut trouver de l'eau liquide à la surface des planètes, elle nous intéresse à cause de ça. C'est parce que c'est la zone où la photosynthèse peut se manifester. Si vous voulez pouvoir utiliser le rayonnement de votre étoile, qui est en complet déséquilibre en termes de température, c'est émis par une étoile à des milliers de degrés, alors que l'eau liquide, ça n'existe qu'entre 273 et 647 Kelvin. Donc il y a forcément un énorme déséquilibre entre la température de rayonnement et la température locale. Donc il faut bien que vous soyez à la surface, il faut bien que vous ayez du rayonnement. Donc c'est pour ça que on ne va pas s'intéresser forcément à la biosphère façon voyage au centre de la Terre. Et d'ailleurs, je ne sais pas, justement, c'est une bonne question, est-ce qu'on pourrait avoir un plésiosaure qui se bat contre un ichthyosaure à l'intérieur d'une planète sans l'effet du rayonnement de l'étoile? Point de vue simplement énergétique, est-ce qu'on pourrait avoir ce genre de métabolisme simplement à partir du flux de chaleur interne de la planète? Ça, c'est une bonne question, et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas séparé dans cet exposé les questions de biosignature et les questions de zone habitable, parce que finalement, oui, c'est vrai, la zone habitable est mal nommée, et finalement, une planète peut être habitable très très loin de son étoile, simplement à cause de son flux de chaleur interne, comme dans le cas d'Europe, par des effets de marée. Simplement, en tant que zone pour chercher les signatures de vie, je pense qu'il y a un bon argument en termes énergétiques pour aller chercher là où l'eau peut être présente à la surface. Après, je peux me tromper, bien sûr. Alors, la zone habitable, j'aime bien d'abord, avant de vous donner la définition hollywoodienne de la zone habitable, tirée d'un film scientifique très sérieux. Bon, grosso modo, il y a un scientifique qui dit, avec une super animation très compliquée qu'il vient de faire dans les 2 minutes qui sont passées pour expliquer, que si une planète est trop près, elle est trop chaude, et que si une planète elle est trop loin, elle est trop froide, et que si elle est comme la Terre, à la bonne distance, alors c'est parfait pour l'apparition de la vie. Donc moi, en tant que physicien, je déconnecte un petit peu ce terme d'habitabilité de la question des origines de la vie, parce que je suis complètement incompétent. Donc pour moi, la zone habitable, c'est là où l'eau liquide est possible en surface d'une planète. Donc on est bien d'accord qu'on ne devrait pas l'appeler zone habitable. Mais bon, voilà, c'est la région circumstellaire où on peut trouver une planète qui a de l'eau liquide, avec les problèmes de définition, qui sont une planète dans la zone habitable peut ne pas être habitable. Par exemple Mars, si on mettait la Terre à la place de Mars au jour d'aujourd'hui, on aurait possiblement un climat habitable. Je vous expliquerai après pourquoi.
mais on peut aussi ne pas avoir d'eau. Et si on n'est pas dans la zone habitable, surtout si on est plus loin, ben on pourrait avoir de l'eau dans sa subsurface. C'est par exemple le cas d'Europe, qui a un flux de chaleur important à cause d'effets de marée. Alors attendez, est-ce que je suis bien sur la bonne? Bon. Donc on verra après que ben peut-être oui, il y a quelque chose à faire sur cette terminologie de zone habitable qui est probablement mal choisie. Donc moi je sais que j'ai une étudiante qui a travaillé sur ces questions-là. Donc voilà, la zone habitable c'est défini, elle est bornée à l'intérieur par la région où on n'arrive pas dans les modèles à avoir de l'eau liquide. L'eau est vaporisée, éventuellement perdue dans l'espace, mais elle n'existe pas l'eau liquide, elle est que sous forme de vapeur. Et au-delà d'une certaine distance, elle est que sous forme de glace. Alors j'ai une étudiante en thèse qui s'appelle Emeline Bolmont, qui dans sa soutenance justement voulait se débarrasser de ce question d'habitabilité pour pas s'attirer les foudres liées à la problème sémantique. Elle a appelé ça l'aquazone. Alors moi je trouvais que c'était pas un progrès énorme parce que finalement on peut quand même avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Donc ça règle pas vraiment le problème. Donc on veut vraiment de l'eau en surface. Donc moi je propose la surf zone, qui est là où on a vraiment de l'eau en surface. Pas juste de l'eau en surface. Pour l'instant, ça ne prend pas trop comme terme. Mais donc, on va s'intéresser d'eau en surface, et c'est un problème climatiquement qui est très intéressant. Alors, cette zone habitable, elle se subdivise en deux parties. La partie interne, dont on est très très proche, à un pouillème, on serait dedans, mais dans laquelle on n'est pas, et qui est une partie très étroite, c'est là où on a besoin de rien d'autre que de l'eau pour assurer l'habitabilité. C'est-à-dire, vous prenez une boule de glace, par exemple, vous la mettez dans cette zone-là, elle est éclairée, ça chauffe, l'eau se met à la pression de vapeur saturante, et cette pression de vapeur saturante va dépasser le point triple de l'eau. Et à les 6 millibars du point triple de l'eau va être liquide, et vous allez avoir un état d'équilibre entre l'effet de serre de la vapeur d'eau, la température de surface. Donc vous avez un régime où l'eau se suffit à elle-même pour assurer sa propre habitabilité. Donc vous pouvez avoir un océan avec une atmosphère purement de vapeur d'eau, c'est stable, dans une toute petite zone. Nous, on a besoin d'autre chose. Nous, ça ne marche pas, on a besoin d'un autre gaz à effet de serre qui, dans le cas de la Terre au jour d'aujourd'hui, est le dioxyde de carbone. Sans le dioxyde de carbone, la Terre serait une boule de glace gelée et on n'est pas assez proche pour ça. On est presque assez proche, mais pas assez proche. Alors cette zone-là, elle est à la fois très petite et il y a un gradient de conditions absolument phénoménal, puisque en très peu, en grosso modo, entre cette zone, elle commence à peu près... on va dire 0,97 unités astronomiques, et elle finit à peu près 0,9 unités astronomiques. Donc ça, c'est lié au fait que l'effet de serre de la vapeur d'eau est très fort, donc si on bouge un tout petit peu, la pression augmente, et au bout d'un moment, on se retrouve à vaporiser toute l'eau. Alors, ça, c'est la courbe. Quand je la montre, généralement, même les gens un peu de mon domaine, ils ne comprennent rien. Donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas, je vais quand même essayer de vous la montrer parce que moi je trouve qu'elle est très importante. Donc c'est un peu à un moment donné, on réfléchissait à vous passer un film, il y avait une session film, et il y a un film qu'on hésitait à vous montrer parce qu'au départ ça devait être sur le temps. Et il y a un film qui s'appelle Primer, qui est un film où on ne comprend rien en fait, c'est super. Je l'ai vu 3 fois, je n'ai toujours rien compris. Ça c'est un peu ça, vous allez me dire si vous avez compris ou pas. Donc ce que j'ai représenté ici, vous avez ici la température. Alors on va représenter des profils atmosphériques. Donc ici vous avez la pression. On peut regarder éventuellement ici l'altitude. Ça va varier. Ce qu'on a ici, c'est un profil de pression-température en fonction de la distance orbitale. C'est modélisé avec un modèle 1D, donc on a une atmosphère de vapeur d'eau. Et voilà ce qui se passe. Alors ce que je représente ici, ce niveau-là, c'est le niveau d'où, grosso modo, c'est la photosphère de la planète. C'est-à-dire c'est le niveau de pression ou d'altitude d'où le rayonnement est émis vers l'extérieur. C'est la zone qui émet vers l'extérieur. En dessous de ce niveau-là, l'atmosphère est opaque, le rayonnement est absorbé. Au-dessus, l'atmosphère est mince, optiquement mince. Donc le rayonnement est émis de cette distance-là, de cette altitude-là. Et ce qu'on voit, c'est que quand on rapproche la planète, la température de ce niveau de photosphère ne varie plus. C'est-à-dire que l'émission thermique devient indépendante, quasiment, de la distance
de la distance à laquelle on se trouve de l'étoile. Donc au début, on a une dépendance, c'est-à-dire que plus je me rapproche, plus il fait chaud en surface, plus ma planète se refroidit. Mais passé un certain moment, on va le remontrer, la température à la surface ici augmente, mais la température de brillance de ma planète n'augmente plus. Et donc pour avoir un pouillème d'augmentation de l'émission thermique, il me faut des variations de température de surface monstrueuses. Et c'est pour ça qu'en si peu de distance orbitale, on passe d'environ un peu moins de 300 Kelvin à une température qui est supérieure à la pression critique de l'eau et où on vaporise tous les océans. Donc on passe de 1 millibar de vapeur d'eau à, pour la Terre, 270 bars de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et de l'extérieur, ça ne se voit quasiment pas, ce qu'on appelle le runaway greenhouse, c'est-à-dire l'emballement de l'effet de serre, c'est-à-dire on a un seuil de l'émission de température. Donc normalement, vous n'avez rien compris, mais ce n'est pas grave. Alors ça, c'était dans des modèles à une dimension. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Lecomte, qui était en postdoc au laboratoire de météorologie dynamique avec François Forger, qui est maintenant au Canada. Il vient de publier cet hiver un papier dans Nature sur justement la réponse de la Terre à une augmentation de luminosité. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de modélisation à l'heure actuelle. Et c'est intéressant parce que ça change beaucoup de choses par rapport à la vision qu'on avait à une dimension de la Terre. Donc moi, je fais partie des gens qui ont travaillé à une dimension sur l'atmosphère de la Terre. Et bon, on savait bien que les modèles à une dimension étaient limités. On ne peut pas décrire les nuages à une dimension. Notre atmosphère, elle a soit des nuages, soit pas de nuages. Et on peut faire des moyennes, mais on ne sait pas quelle va être la fraction nuageuse de notre planète. On va avoir des gradients de température dont la moyenne n'est pas assimilable à un profil moyen. On va avoir plein de choses comme ça. Et lui, il a montré à quel point les modèles 1D ne marchaient pas trop. Et nous, on pensait tous que les nuages avaient un effet, on va dire, refroidissant, c'est-à-dire que l'albédo, au fur et à mesure qu'on allait avoir de plus en plus de vapeur d'eau, d'humidité dans l'atmosphère, au fur et à mesure qu'on allait la rapprocher du Soleil, les nuages allaient devenir prédominants et allaient plutôt avoir tendance à refroidir, c'est-à-dire à donner à la Terre un albédo de plus en plus fort. Et en fait, il a montré que non, parce que beaucoup des nuages se forment dans les zones froides, du côté nuit notamment, et servent plutôt à retenir la chaleur. Et finalement, dans la partie jour, les nuages, même s'ils contribuent un peu à l'albédo, l'effet le plus fort est un effet chauffant. Donc ce qu'on voit sur cette image, c'est avec un modèle GCM, donc un modèle de circulation atmosphérique avec du transfert de rayonnement, avec les continents, les océans, etc. Un modèle simplifié de circulation océanique. Ils reproduisent globalement bien les caractéristiques de la Terre actuelle. Alors pas dans le détail, c'est-à-dire vous pouvez avoir de temps en temps un petit peu de neige dans le Sahara, des trucs comme ça, c'est pas un modèle pour faire vraiment précisément la météo terrestre, il faut un modèle extrêmement précis, nourri de plein de données observationnelles et tout ça, c'est très compliqué le climat. Mais en tant que planète globale, on a pu comparer ce modèle générique à un modèle spécialisé, ça donne bien les mêmes propriétés. Par contre, avec ce modèle-là, on peut aller vers des cas extrêmes, et donc dans ce cas-là ici, là c'est l'insolation de la Terre actuelle, 341 watts par mètre carré, et là c'est 375 watts, c'est la limite de stabilité qu'ils ont trouvée pour des flux plus élevés, c'est-à-dire alors ça doit correspondre à peu près à 0,9 ou 0,95, à peu près 0,95 unités astronomiques, donc c'est 5% plus près du Soleil, et c'est la distance la plus proche à laquelle ils trouvent un climat stable, après l'océan s'évapore entièrement. Donc, alors là, juste pour les gens qui font du climat, c'est intéressant, c'est que ici, dans la petite animation que j'ai faite, il y avait cette espèce de flux maximum dont on ne pouvait pas, qui est un flux théorique, et en fait, vous avez ici sa valeur-là, c'est à peu près 300 watts par mètre carré, 290 watts par mètre carré, c'est ici en rouge. Et la seule courbe qui nous intéresse ici, c'est le flux émis par la Terre, qui est toujours en dessous de cette valeur-là. Et nous, on pensait qu'en fait, il ne pourrait jamais dépasser ça. Et en fait, dans ces simulations, ils montrent qu'en fait, la planète peut en fait émettre plus que ça, simplement parce qu'il y a des régions de la planète, notamment sur les continents, où il y a peu d'humidité. Donc nous, dans un modèle 1D, toute l'atmosphère est saturée en humidité, mais dans un modèle 3D, il y a des endroits saturés, il y a des endroits qui ne le sont pas, et ça change tout. Et bon, je ne vais pas passer trop, je crois que je passe trop de temps là-dessus, parce que c'est un truc qui m'intéresse, mais que je vais vous perdre si je vais trop... Mais tout ça pour dire que les modèles 1D sur lesquels on avait basé la définition de la zone habitable, quantitativement, ils vont être très modifiés par le fait de faire les choses en 3D. Voilà, sachant qu'après, quand on fait les choses en 3D, on va être aussi dépendant des continents, des océans, etc. Et que ça peut être très variable. Donc en même temps, c'est un progrès,
mais en même temps, on entre dans un monde de diversité aussi, où on peut avoir des grandes variations d'une planète à l'autre. Donc ça, c'était pour le bord interne, qui se trouve à peu près, alors attendez, qui se trouve d'après les modèles, voilà, vers entre 0, allez, on va dire 0,97, non pardon, 0,92, 0,93 unités astronomiques. Donc on n'est pas très loin du bord interne. Alors après, la question c'est jusqu'où on peut aller, et ne pas geler la Terre. Alors qu'est-ce qui se passait par exemple si on prenait la Terre et si on la mettait plus loin? Pour comprendre ce qui se passerait, il faut comprendre un des grands cycles sur Terre qui s'appelle le cycle des carbonates silicates. Donc sur Terre, on a des émissions volcaniques. Donc on a du dioxyde de carbone qui est émis par l'activité volcanique. Ce dioxyde de carbone ne fait que passer dans l'atmosphère. Il a un temps de résidence assez faible. En présence d'eau liquide, il se dissout sous forme d'acide carbonique. Il réagit avec du calcium, du magnésium, du fer. Il forme des roches qui sont les carbonates, qui ne fait que passer. Et vous savez que dans l'atmosphère terrestre, on a 300 ppm, donc 3 à 10-4 en abondance de CO2. Si on n'avait pas la perte ici, en à peu près 1 million d'années, le CO2 deviendrait le gaz dominant de l'atmosphère. Donc il ne fait vraiment que passer. Si je prends ma Terre et que je la mets plus loin, mettons 30% plus loin, elle va geler. Immédiatement, il fait froid, ça va être un gros hiver, elle va geler. Pendant combien de temps elle va geler? C'est ça la question. Si elle sort jamais de son gel, je ne suis pas dans la zone habitable, c'est ça la règle du jeu. Si au bout d'un moment elle se dégèle, je suis dans la zone habitable. C'est comme ça qu'on définit la règle du jeu. Donc ma Terre est gelée, plus d'eau liquide, plus de formation de carbonate, et le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. Il s'accumule, après 1 million d'années, je vais avoir un bar de CO2, peut-être à la distance où je suis. Ce bar de CO2, ça suffit pour provoquer un effet de serre tel que, à nouveau, l'eau redevient liquide et on tombe sur un cycle à nous. Donc si je prends la Terre, je la mets 20 ou 30% plus loin, elle gèle et après, mettons 1 million d'années, elle sort de son hibernation comme Rosetta et elle se réveille et voilà. Et ces phases, en fait, il faut savoir que ces phases de gel de la planète sont déjà arrivées sur Terre. On connaît plusieurs événements, le plus récent s'est passé il y a 600 millions d'années, ce qu'on appelle les snowballers, les terres boules de neige, et c'est comme ça que la Terre en a échappé. À une époque, on disait ça peut pas avoir eu lieu sur Terre, parce que sinon l'albédo de la Terre augmenterait tellement, parce que l'albédo de l'eau liquide est très faible, à peu près moins de 10%, donc ça absorbe quasiment tout, alors qu'au contraire, la glace, c'est quasiment 80-90%. Donc dès qu'on bascule vers de la glace, ça semblait quasiment impossible de sortir d'un état aussi froid. Et en fait, grâce à ce phénomène-là, on sait que la Terre s'est sortie du pétrin de plusieurs fois. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'elle s'en est sortie, immédiatement après, sans que j'y mette aucune causalité et que j'y comprenne quoi que ce soit, il y a l'explosion du Cambrien avec toute la diversification du vivant, etc. Donc ça ne fait pas toujours du mal d'avoir ce genre d'événement. Enfin, moi, j'aimerais pas trop, mais pour la vie. Et alors, ce phénomène joue aussi dans l'autre sens, c'est que si le CO2 s'accumule, commence à s'accumuler, par exemple une activité volcanique accrue par rapport à un état stationnaire. Donc le CO2 va augmenter, la température va augmenter à cause de l'effet de serre, et ça va avoir deux effets. D'abord, les réactions de formation des carbonates qui sont température dépendantes vont devenir plus efficaces, donc on va former les carbonates de façon plus efficace, et aussi à cause de la température, il va y avoir beaucoup plus d'humidité dans l'atmosphère, beaucoup plus de précipitations. Et les précipitations, en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre, les précipitations érodent les continents et ce sont les précipitations qui amènent dans les océans carbone, fer, magnésium, etc., qui permettent la formation des carbonates. Donc ça stimule la formation des carbonates et ça thermostate aussi, dans l'autre sens, la température de la Terre. Donc sur Terre, on a un beau thermostat et c'est ça qui nous autorise, quand on regarde les limites de la zone habitable, à jouer ce jeu de jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Soleil est une étoile qui évolue et que sa luminosité, peu après sa formation, était sensiblement plus faible qu'aujourd'hui, environ 70% de sa luminosité actuelle, et sa luminosité continue d'augmenter. Donc si ça, ce sont les limites actuelles de la zone habitable, on remarquera que Mars est aujourd'hui dans la zone habitable, c'est-à-dire que dans les modèles, si on prend la Terre, on la met à la distance de Mars, elle va développer une atmosphère de dioxyde de carbone et retrouver son habitabilité, de la même façon qu'elle a retrouvé après les épisodes de Snowballers sur Terre. Mais si on remonte le temps, il y a 4 milliards d'années, ou même avant, à 3,5, là je ne l'ai pas bien dessiné, mais Mars n'est plus dedans. En tout cas, par rapport au modèle et par rapport à une pure atmosphère de CO2, d'où le problème pour expliquer un Mars humide ancien. Il faut trouver une autre façon, soit il faut contester l'évolution solaire, soit il faut contester les modèles climatiques, soit il faut rajouter d'autres gaz à effet de serre.
pour le CO2. Alors par contre, du coup, quand on va vers les débuts du système solaire, on a éventuellement Vénus, ça reste encore à bien étudier, mais on a éventuellement Vénus qui peut avoir eu des océans très chauds, mais des océans quand même au début de son histoire. Et Mars, bien que les modèles climatiques n'expliquent pas la présence d'eau, la vérité terrain montre qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Alors est-ce que c'est de l'eau qui a été intermittente, sporadique, liée à des impacts, liée à des événements géologiques, liée à d'autres gaz à effet de serre? Toujours est-il qu'il y a eu de l'eau liquide. Donc du point de vue de ma définition, est habitable une planète qui a de l'eau liquide en surface. Au début de l'histoire du système solaire, on avait potentiellement 3 planètes habitables dans notre système solaire. Et, autre fait intéressant, 3 planètes habitables qui échangeaient du matériel. Puisque vous savez qu'on trouve sur Terre des météorites martiennes. Les gros impacts, alors c'est plus facile de récupérer des morceaux de Mars sur la Terre et sur Vénus que de récupérer des morceaux de la Terre sur Mars, parce que du champ, c'est plus facile d'arracher des choses à Mars et c'est plus facile de les faire tomber sur Terre. Néanmoins, il y a un échange. Alors c'est toujours une réflexion intéressante de se dire, les roches peuvent voyager, la vie peut-elle voyager? Alors ça c'est un sujet un peu, ce qu'on appelle la panspermie. Moi j'aime bien l'évoquer parce que c'est toujours intéressant de garder ça en tête, mais je n'allais pas dire que je vous ai raconté que la vie venait de Mars ou de Vénus. Non, moi je vous ai raconté que la vie elle est née sur Vénus, après elle s'est retrouvée sur Mars, et en fait elle a fini... Non, j'en sais rien. Mais c'est une idée à garder en tête. C'est une idée à garder en tête. Quand on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, finalement c'est peut-être vrai. Donc aujourd'hui on est là et dans 2 milliards d'années, il faudra déménager, alors pas sur Mars, ou alors il faudra amener notre CO2 parce que Mars est une planète éteinte. Mais en tout cas on va passer très rapidement dans la partie où c'est plus habitable, où les océans sont vaporisés, enfin très rapidement non, dans 2 milliards d'années, mais on est près du bord de la zone habitable, alors après à moins de mettre un grand parasol. Des choses comme ça qui ont été évoquées dans des revues très sérieuses, des grandes ombrelles. Alors pas tellement pour la situation dans 2 milliards d'années, plutôt pour le réchauffement climatique, mais voilà. Alors du coup, ces bornes de la zone habitable, ici que j'ai représentées en fonction du temps pour le Soleil, on peut les représenter schématiquement ici, sachant qu'elles sont incertaines, et puis je reviendrai là-dessus, en fonction de la luminosité, enfin de la masse ici, de la masse de l'étoile, pour une étoile ici qui fait 10% de la masse du Soleil, jusqu'à à peu près 1,5 fois la masse du Soleil. Et donc, comme on va vers des étoiles ici de moins en moins lumineuses, la zone habitable se rapproche. Donc avant de vous parler de ce système sympathique qui est Gliese 581, je rappelle donc que cette limite externe, c'est pour du dioxyde de carbone. C'est lié à l'effet de serre du dioxyde de carbone. Si vous avez en tête un gaz à effet de serre plus efficace, il faut qu'il soit plus efficace, mais il faut aussi qu'il condense à assez basse température. Parce que le problème du CO2, c'est qu'à un moment donné, si vous vous éloignez du Soleil, dans la haute atmosphère, il va condenser. C'est le problème qu'on a avec Mars. C'est-à-dire qu'il faut un composé qui ne condense pas trop. Et un composé qui condense à très très basse température, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, ouais, mais comme gaz à effet de serre, l'hydrogène, ça n'a pas de moment dipolaire, etc. Ouais, mais l'hydrogène à haute pression, ça a un moment dipolaire induit et ça devient un très bon absorbant. Donc, toi qui fais des spectres de planètes géantes, tu sais qu'il y a un continuum d'absorption de l'hydrogène. Donc, en fait, une des solutions, par exemple, qui a été expliquée pour chauffer Mars primitif, c'est de faire un mélange de dioxyde de carbone et d'hydrogène. Donc, il y a un papier, il y a quelques mois, chauffer Mars primitif avec 1 ou 2 barres de CO2 et 20% d'hydrogène. Moi, je trouve ça un peu ad hoc, et puis du point de vue de la photochimie, ça risque de faire des choses un peu comme Titan qui ne vont pas marcher, mais c'est intéressant. Et on peut même aller plus loin. Je vous ai parlé tout à l'heure du flux géothermique de la Terre qui était très faible par rapport au flux qu'en soit de l'étoile. Bon, il n'empêche qu'il existe. Intégré sur toute la Terre, il fait 30 terawatts. Donc si la Terre n'avait pas d'atmosphère, pas d'effet de serre, rien, juste une surface glacée, rocheuse, enfin peu importe, hors de toute étoile, avec sa radioactivité interne, c'est 30 terawatts. Si vous mettiez la main sur la surface, ça ferait 30 Kelvin. Et si vous mettez un isolant, par exemple une enveloppe d'hydrogène, ces 30 terawatts, ça suffit pour porter la surface à 273 Kelvin et pour avoir de l'eau liquide. Donc, vous n'avez même pas besoin, éventuellement, du rayonnement d'une étoile pour maintenir de l'eau liquide à la surface d'une planète. Alors après, ça c'est un petit peu un modèle théorique un peu sur le papier. Il faudrait mettre les autres constituants, faut des grosses pressions d'hydrogène, donc le mélange à deux corps eau, hydrogène, il faudrait voir ce que ça fait. Mais c'est un concept intéressant
qui fait que d'une part, on peut imaginer, donc c'est un papier de Stevenson, 99, on peut imaginer une planète comme ça, vagabonde dans l'espace avec de l'eau liquide à sa surface. Alors c'est ad hoc parce qu'il faut avoir pile la bonne quantité d'hydrogène. Si vous n'en avez pas assez, c'est gelé. Si vous en avez trop, c'est vaporisé. Donc ça c'est intéressant. Et puis du coup, voilà, si vous vous autorisez à avoir une atmosphère d'hydrogène, ça étend fortement la limite de la zone habitable autour d'une étoile. Donc vous avez ici la pression d'hydrogène qu'il vous faut pour avoir à peu près 10 degrés en moyenne à la surface d'une planète, en fonction de la distance orbitale. Donc pour une étoile de type solaire, vous voyez que si vous y mettez ce qu'il faut, quelques dizaines de bars, vous pouvez aller quasiment jusqu'à la distance de Saturne. Et dans ce cas-là, votre zone habitable, elle va jusqu'à 10 AU. Donc bien sûr, c'est ad hoc. Et aussi, on a un autre problème, c'est que l'hydrogène, ça se barre. L'hydrogène, c'est très léger, c'est dissocié par le rayonnement. Et l'agitation thermique suffit à passer au-dessus de l'échappement, de la vitesse d'échappement. Et donc, l'hydrogène dans la haute atmosphère n'est pas lié aux planètes. Et s'échappe, sauf si on a une forte gravité, comme Jupiter, etc. Mais sur Terre, l'hydrogène qui arrive dans la haute atmosphère est perdu. Mais c'est intéressant de garder en tête que voilà, on est très façonné par la façon dont marche la Terre. Et si on s'autorise à imaginer d'autres phénomènes, on peut aller vers des planètes très exotiques, mais éventuellement qui sont intéressantes à concevoir. Je vous ai dit qu'on était dans la science-fiction. Donc je vais venir à ce système-là, qui est un système qui a été découvert en 2007, autour de l'étoile Gliese 581, qui a 4 planètes avérées, probablement d'autres, mais 4 planètes avérées. Donc la première trouvée a été celle-là, la B, ensuite la C, la D, puis la E. Et donc quand ce système-là a été découvert, c'est la C qui a eu toutes les attentions, parce que si on faisait un calcul de température d'équilibre, c'était à 300 Kelvin, mais en termes de température d'équilibre, 300 Kelvin c'est monstrueux en fait, parce que la Terre a 255 Kelvin de température d'équilibre. Si elle avait 300, tous les océans seraient vaporisés à cause de la fameuse courbe que vous n'avez pas comprise et que je vous ai montrée tout à l'heure. Et sur laquelle je ne reviendrai pas, sauf si vous vous y tenez absolument. Toujours est-il qu'en fait, quand cette annonce a été faite, on est plusieurs à s'être dit, non mais la C, elle est trop chaude, trop chaude, apparemment c'est difficile, mais la D, c'est intéressant, elle est proche du bord qu'on extrapole de nos calculs, du bord externe, donc on n'a jamais fait le calcul exact pour le spectre de l'étoile, il faudrait regarder. Donc on a fait un petit peu des simulations, et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a un paramètre fondamental pour le climat des planètes qui s'appelle l'albédo. C'est la fraction de rayonnement qu'on réfléchit. Et ça, ce n'est pas une valeur qui est intrinsèque, entre guillemets, à une planète, ça dépend du spectre de rayonnement qui l'éclaire. C'est-à-dire que la Terre a un albédo de 0,3, mais si je prends la Terre et je la mettais autour d'une étoile rouge, une étoile M, elle aurait un albédo de 0,1. Pourquoi ? Parce que l'émission de l'étoile va être décalée vers le rouge et l'infrarouge, et va tomber dans des bandes d'absorption de l'eau et du dioxyde de carbone, alors que sur Terre, elle tombe dans des fenêtres atmosphériques et pénètre jusqu'à la surface. Donc, on a fait des calculs d'abord à une dimension, en prenant l'insolation que reçoit la planète Gliese 581d, et on a regardé la température de surface en fonction de la pression de CO2 qu'on mettait à la surface. Et donc, si on le fait avec un spectre stellaire qui est celui du Soleil, boum, en fait, on n'arrive jamais, avec l'insolation de Gliese 581d, à passer au-dessus des 273 Kelvin, c'est-à-dire d'avoir de l'eau liquide. On se heurte à cet équilibre entre la phase, donc on se heurte à la condensation. On n'arrive pas à mettre plus que à peu près 3-4 bars, 5 bars. Ce qu'on met au-dessus, ça se condense. Alors ici, on vient taper dans le liquide, donc en fait, on va faire un océan de CO2. Et puis, à chaque fois que vous allez dans votre modèle ramener du CO2, ça va se faire de l'océan. Si on prend le spectre de Gliese 581, boum, on suit cette courbe-là, et on arrive pour environ une quinzaine de bars de CO2 dans l'atmosphère, donc ce que la Terre libérerait en environ quelques dizaines de millions d'années, on arrive à avoir un climat avec de l'eau liquide à la surface. Donc ça, c'était très motivant, en fait. On s'est dit, on a peut-être trouvé là la première planète habitable. Alors pourquoi celle-là ? Parce que c'est aussi une planète qui fait moins de 10 masses terrestres. Quand ça fait moins de 10 masses terrestres, ça a l'air de ressembler un peu plus à la Terre. On s'interdit un peu les trucs qui font plus de 20 masses terrestres. Alors après, on peut aussi entrer dans ce débat-là, qui est aussi passionnant.
Et alors, elle a un truc intéressant, cette planète. D'abord, elle est dans la zone habitable, si elle y est, elle est autour d'une étoile M, et elle est très proche de son étoile. Son étoile est peu lumineuse, mais elle est très proche de son étoile, et elle est soumise à des effets de marée extrêmement forts. Ça veut dire que si elle est sur une orbite circulaire, elle va montrer toujours la même face à son étoile. Et si elle est sur une orbite excentrique, elle peut soit toujours montrer la même face à son étoile, soit être dans une résonance spin-orbite comme Mercure. Et pour cette planète-là, l'excentricité est mal contrainte, mais la meilleure solution, c'est une forte excentricité, je crois de pas loin de 0,4. Et donc on a étudié plusieurs possibilités, et l'excentricité et les effets de marée, ça a des effets sur le climat qui sont divers. D'abord, il y a un changement de la distance orbitale, donc éventuellement il y a une modulation, il y a des saisons, on appelle les I-saisons, les saisons liées à l'excentricité, ce ne sont pas des saisons liées à l'obliquité. Donc ça, c'est un premier effet. Si vous êtes en rotation synchrone, en fait, vous avez un côté nuit permanent, et donc il y a potentiellement condensation de vos volatiles au point froid, c'est-à-dire sur le côté nuit. Donc vous pouvez en fait avoir les bonnes températures au côté jour, mais avoir perdu toute votre eau dans une espèce de calotte permanente du côté nuit. Et les effets de marée ramènent l'obliquité à zéro. On appelle les marées d'obliquité. Donc en fait, vous allez aussi avoir un pôle extrêmement froid, où vous pouvez aussi perdre les volatiles au niveau des pôles. Je ne sais pas si vous savez, mais un des endroits les plus froids du système solaire, si ce n'est le plus froid, c'est les pôles de Mercure, qui n'a pas d'obliquité, et donc au fond des cratères, là, il n'y a pas du tout de rayonnement qui arrive, et c'est les endroits les plus froids du système solaire. Donc si vous n'avez pas d'obliquité, vous pouvez avoir ici un piège froid. Donc on s'est dit, tout ça, c'est pas trop possible de l'étudier avec des modèles à une dimension, et donc ça a été étudié, notamment grâce au développement fait au laboratoire de météorologie dynamique dans le groupe de François Forget, avec un modèle générique qui est le même que celui qui a été utilisé pour étudier la réponse de la Terre. Tout à l'heure, je vous montrais une augmentation de la luminosité. Donc on s'est placé dans le cas de Gliese 581 et on a étudié pour différentes pressions de CO2 et pour différents modes de rotation. Donc ici on a le cas synchrone où elle présente toujours la même face à l'étoile. Donc si vous avez la longitude et la latitude et vous avez les températures moyennes à la surface, là vous avez la résonance 1,2. Donc la planète fait 2 tours par rotation. Est-ce qu'elle fait 2 tours par rotation ou une rotation toutes les 2 révolutions? Bon, peu importe. Elle tourne un peu. Voilà, non, elle fait 2 tours par rotation et ici elle fait 10 tours par rotation. Donc là, on a pu trouver des solutions moyennant des pressions atmosphériques importantes de dioxyde de carbone. Vous voyez qu'ici, même dans le cas très pessimiste où on est synchrone, même le côté nuit, grâce à la circulation atmosphérique, est compatible avec des océans de surface. Donc ça, c'était intéressant. Et ça, c'est les cas qu'on a obtenus. Donc, on a considéré une planète couverte d'océans et une planète essentiellement couverte de roches avec des mers isolées. Et ce que vous voyez ici, c'est pour différentes pressions, les différentes rotations qui ont été étudiées et la variation de température qu'on obtient sur la planète, c'est-à-dire les minima et les extrémas de température qu'on obtient. Donc vous avez des cas comme ça avec 10 bars où on a des parties soit dans le temps, soit dans l'espace qui sont dégelées et des parties gelées. Et vous avez ici des parties qui sont toujours dégelées. Et si on prend le cas à cause de l'effet de l'albédo des océans, là on a un cas beaucoup moins stable où il faut des pressions plus élevées de dioxyde de carbone pour avoir de l'habitabilité. Voilà, donc ça finalement, historiquement, Gliese 581d, c'est la première planète extrasolaire trouvée pour laquelle les modélisations climatiques disent que c'est possible d'avoir des océans de surface, donc c'est la première planète qui est dans la zone habitable de son étoile. Après, on s'amuse ici dans les modèles à y mettre une atmosphère de dioxyde de carbone, ça se trouve ça n'a rien à voir. Donc on ne sait absolument pas de quoi est faite cette planète. Donc on définit, c'est une planète modèle virtuelle, une espèce de Terre qu'on met sur l'orbite et qui ont fait un raisonnement un petit peu sur une potentialité, mais on ne sait absolument pas de quoi c'est fait. Donc il faut bien... Alors pareil, tout à l'heure je vous ai dit, quand on découvre la vapeur d'eau sur une planète extrasolaire, on a des hordes de journalistes. Là, quand on fait ça, moi j'ai même pas voulu voir, c'est François qui s'est occupé de gérer la presse, moi j'ai pas voulu regarder, mais en fait après j'ai vu, voilà, BBC, il pleut sur 581D, etc. Il y a un groupe de rock qui s'appelle 581D. Adamo a fait une chanson sur 581D. Bon.
Mais en tout cas, c'était très intéressant, notamment pour l'effet du spectre différent de l'étoile et pour l'effet des différentes rotations. Alors, il y a une autre planète très intéressante qui a été trouvée, qui s'appelle Gliese 667cc. Donc, elle est dans un système triple. Donc, on a une étoile de type M qui est assez loin d'un couple binaire d'étoiles K. Ça fait partie du même système. Donc, c'est l'étoile C. Et cette étoile a plusieurs planètes, au moins 3, dont la C, donc Gliese 667cc. Qui a des caractéristiques intéressantes. Donc elle a une période de 28 jours, elle a une excentricité, en tout cas c'est la meilleure solution, une excentricité très élevée. Elle fait 4 fois la masse de la Terre, en masse minimale. Voilà, avec ici, voilà, l'animation la moins marrante, c'est celle qui marche. Et donc ça bien sûr, c'est purement un concept d'artiste. Alors ce qui est très intéressant sur cette planète, donc quand cette planète elle a été trouvée, il y a Xavier Delfosse qui m'a contacté en me disant ça doit être marrant, qu'est-ce que tu peux dire sur cette planète par rapport à son habitabilité et tout. Mais en fait, cette planète-là, si on fait le calcul du flux que son atmosphère absorbe, alors son atmosphère on ne sait pas ce que c'est, mais si je mets la Terre sur l'orbite, donc le flux absorbé, c'est la luminosité de l'étoile, donc divisé par la distance orbitale ici. Vous avez un terme d'excentricité, parce que à demi-grand axe donné, une orbite excentrique intercepte plus d'énergie stellaire qu'une orbite circulaire, c'est ce terme-là. Puis vous avez l'albédo. Alors, si on prend la Terre et qu'on la met sur cette orbite-là, toutes ces valeurs sont différentes. L'albédo va être différent, va être beaucoup plus faible, même si c'est la même planète. Là, l'excentricité, et on trouve finalement toujours les 240 watts que je vous avais montré tout à l'heure. Donc cette planète, elle absorbe exactement la même quantité que la Terre. Donc je dis non, j'ai rien d'intéressant à dire. Elle absorbe exactement la même quantité, donc elle est vraiment bien placée. Et quand même, cette excentricité, ça nous a généré une petite discussion. Et d'ailleurs, du coup, je l'ai placée ici. Donc Jessica, ici présente, elle a fait un stage avec moi de M1, où on a regardé un petit peu l'effet de cette excentricité, notamment lié au fait que la période orbitale est de 28 jours. Donc, si on prend la Terre et qu'on lui donnait une excentricité de 0,4, en lui mettant la même... si on mettait une excentricité de 0,4, alors en bougeant un peu le demi-grand axe, parce que comme je vous ai dit, l'excentricité change la valeur moyenne d'insolation, mais si on se débrouillait pour la mettre à la distance où son flux moyen absorbé serait le même, c'est-à-dire en moyenne elle recevrait la même chose que la Terre maintenant, mais avec une excentricité 0,4, voilà les amplitudes de température qu'on pourrait avoir sur Terre liées aux variations de distance orbitale. Donc c'est assez énorme. Et notamment, on se rapproche ici d'endroits où on pourrait globalement geler la planète. Donc ça ferait des saisons liées à l'excentricité extrêmement marquées. Mais ça, c'est parce que l'orbite de la Terre met 365 jours. Si on fait le même genre de calcul, alors oubliez les deux courbes, n'en prenez qu'une par exemple. Si on fait le calcul pour Gliese 667cc, tout étant par ailleurs pareil, même couche océanique, etc., qui donne la même inertie thermique, on aurait des variations extrêmement faibles, parce qu'en 28 jours, la réponse de l'atmosphère n'est pas assez rapide, et donc finalement l'atmosphère verrait une insolation assez moyennée. Donc il y a quand même une différence liée à l'excentricité, c'est-à-dire qu'une Terre avec 0,4, on aurait des variations dramatiques liées à l'excentricité. Pour une planète autour d'une étoile M avec une orbite de 28 jours, ça amortit considérablement les amplitudes de ces variations-là. Donc ça, c'était intéressant. Alors, un petit bilan des planètes dans la zone habitable de leur étoile qui ont été trouvées. Donc, c'est les mêmes diagrammes que j'avais montrés tout à l'heure. Donc, pour les planètes Kepler transitantes ici, on a la température d'équilibre. Donc là, je l'ai calculé en supposant l'albédo de la Terre. C'est pas tout à fait... Enfin bon, voilà, c'est une hypothèse de travail. Et vous avez le rayon planétaire et vous avez commencé à avoir des planètes. Donc ça, c'est le bord interne, grosso modo, de la zone habitable. Si vous avez à peu près 300 K en température d'équilibre, vous êtes à peu près au bord interne. Plus chaud, vous ne pouvez pas avoir de liquide. Et voilà des planètes qu'on commence à trouver. Alors je crois que Kepler 62 est quelque chose qui se rapproche le plus de la Terre, doit être par là. Et des planètes trouvées par vitesse radiale, vous avez les deux planètes dont j'ai parlé, donc Gliese 581d et Gliese 667c. Donc on commence à trouver des planètes habitables potentiellement. Il faudrait trouver des planètes dans la surf zone.
autour d'autres étoiles. Donc j'ai une petite discussion éventuellement sur, on peut passer vite, sur la possibilité de planètes habitables, selon cette définition, d'une surf zone autour de naines brunes. Alors j'aime bien représenter ça. Imaginons qu'on soit à la surface d'une planète autour d'une naine brune, telle que vous êtes aujourd'hui, hein, et vous regardez le ciel. Alors il n'y a quasiment pas de rayonnement visible émis par la naine brune. Donc vous voyez les étoiles, et puis il y a un endroit où vous ne voyez pas d'étoiles, c'est là où il y a la naine brune. Et c'est ça qui vous chauffe. Voilà, je me suis amusé. Non, je vais vous en dire un peu plus que ça quand même. Donc grosso modo, par rapport au diagramme précédent, on peut l'étendre vers le bas. C'est-à-dire on peut descendre à des objets qui font moins de 8% de la masse du Soleil et qu'on appelle des naines brunes parce que globalement, elles ne déclenchent pas la fusion de l'hydrogène, elles peuvent déclencher la fusion du deutérium au début de leur existence, et puis généralement ça s'arrête. Et après, elles continuent de faiblir, elles ne font que rayonner leur énergie de contraction, et elles se refroidissent au cours de leur existence. Et voilà, moi quand j'étais stagiaire de M2, j'ai fait un stage sur la recherche des naines brunes, parce qu'à l'époque on ne savait pas si ça existait. Voilà, c'était en 94, ça a été découvert un peu après. Et en fait, maintenant on sait, on va y revenir, que c'est des objets très abondants, très fréquents. Et voilà un objet qui s'en rapproche beaucoup, c'est Kepler 40, hein, qui est une étoile de très faible masse, quasiment une naine brune, qui a 3 planètes, et le système est très comparable, par exemple, au système de Jupiter et de ses 4 lunes. Alors les naines brunes c'est intéressant parce que c'est abondant. On a ici ce qu'on appelle l'IMF, c'est la fraction des étoiles en fonction de leur masse. Peut-être que vous avez eu ça dans un des exposés précédents. Bon, globalement ici vous avez la masse, le log de la masse. Donc là vous avez une masse solaire, là vous avez un dixième d'une masse solaire, et là on a les naines brunes. Et là vous avez, c'est un petit peu ce que je vous ai montré au début de mon exposé, vous aviez la répartition des étoiles dans les 10 parsecs, vous aviez beaucoup d'étoiles M, un peu moins d'étoiles G. En fait si on va vers les naines brunes, ça rediminue un peu, il y en a moins, hein, donc quand on diminue la masse, il y en a moins, mais il y en a à peu près comme les étoiles de masse solaire, donc à peu près autant de naines brunes que d'étoiles de masse solaire, globalement. Et alors pour info, on commence on les trouve de plus en plus, notamment grâce au télescope WISE. Et pour info, une des naines brunes découverte récemment, qui est un système binaire, je crois, ou triple, Luhmann, tu dois connaître ça, Luhmann 16, c'est la troisième étoile, ou sub-étoile, la plus proche du Soleil. C'est-à-dire qu'une naine brune trouvée récemment est dans la liste des très proches objets du système solaire, elle est en 3e position, elle est juste après le système d'Alpha du Centaure. Et pour le système Alpha du Centaure, c'est cette naine brune qui est son plus proche voisin, c'est pas nous. Donc il y a beaucoup de naines brunes et il n'est pas absolument impossible que dans les années à venir, on découvre qu'une naine brune est l'objet le plus proche du système solaire et non pas une étoile. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant d'y chercher des planètes habitables ? C'est que, je vous ai dit, c'est plus facile de trouver des petites planètes autour de petites étoiles. Alors autour des naines brunes, c'est génial. Il faut savoir qu'une naine brune, c'est plus massif que Jupiter, mais c'est plus petit. C'est à cause des miracles de la mécanique quantique, je ne vais pas entrer là-dessus, mais c'est... Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est de la photométrie d'une naine brune observée avec Spitzer. Donc le temps passe, et voilà le flux que vous recevez d'une naine brune. Alors une naine brune, c'est assez variable. Notamment dans certaines gammes de masse, il y a des nuages, il y a de la rotation, il y a des choses, c'est assez variable. Donc c'est pas forcément très pratique pour y chercher les transits, mais voilà, ici ça c'est une vraie photométrie, et dedans on rajoute artificiellement ce que ferait le transit d'une Terre. Donc avec Spitzer, le transit d'une Terre, hein, même à l'œil nu, sans problème vous le voyez. Un Mars, à l'œil nu c'est difficile, mais bon vous binez un peu vos données, et Mars vous le chopez aussi. Et c'est tellement rigolo que pour être dans la zone habitable d'une naine brune, il faut être tellement collé à la naine brune que la période orbitale, ça peut être moins d'une nuit d'observation. Donc vous pouvez choper 2 transits en une nuit d'observation depuis le sol, si vous savez où pointer. Donc on a fait des proposals, il n'y en a aucun qui est passé. Et donc j'ai pas de choses à vous montrer, parce que voilà, moi je suis un modélisateur, quand je fais des proposals, ils sont nuls, donc ils passent pas. Mais alors du coup maintenant c'est Amaury Trio qui s'en occupe. Et lui, il écrit bien les proposals, il a fait un proposal sur Spitzer, grosso modo pour essayer de convaincre les gens d'utiliser tout ce qui reste de la vie de Spitzer pour faire que ça.
Moi, ça m'a convaincu. Après, on verra si ça convainc la NASA. Donc, quant à l'habitabilité et l'observabilité, quels sont les avantages et les inconvénients des naines brunes? Les avantages, c'est le rapport des rayons, le rapport des températures aussi, qui est très favorable. Donc, le rapport des rayons, bien sûr, puisque c'est moins de 10 fois plus gros que la Terre, hein, une naine brune. La probabilité de transit, elle est assez élevée, parce qu'on est collé à la naine brune, donc on est un peu comme dans les Jupiter chauds. La période orbitale est très courte, donc ça se répète souvent. Donc les transits sont courts, ça c'est pas mal pour les problèmes de variabilité. Ce sera aussi dans les problèmes, parce que du coup ils sont courts. Et si on trouve une planète qui transite une naine brune, avec le télescope spatial James Webb, on pourrait faire de la caractérisation. Le rapport signal sur bruit permettrait d'utiliser une dizaine, une vingtaine de transits pour faire de la caractérisation de l'atmosphère, comme on le fait maintenant pour les Jupiter chauds. Les problèmes, à nouveau, donc les transits courts, donc pas beaucoup de photons associés au transit. La variabilité intrinsèque des naines brunes. Alors bon, ça c'était un problème avec ECHO, mais ECHO n'étant pas sélectionné, de toute façon, c'est pas grave. Et on ne connaît pas encore toutes les naines brunes, donc il faut d'abord attendre d'avoir les naines brunes pour pouvoir chercher les planètes. Alors du point de vue du climat et de l'habitabilité, bon, on a continué à travailler dessus, ça c'était avant, mais voilà les questions qu'on peut se poser. D'abord, la naine brune, elle se refroidit, donc sa luminosité baisse très vite. Et la fenêtre, si vous êtes dans la zone habitable, vous n'y êtes pas pour longtemps, vous êtes pour 1 milliard d'années. Donc voilà, ça c'est, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais on a 1 million d'années pour faire un truc, pour développer quelque chose, et avant de repartir dans les limbes. Voilà. Quand on est dans la zone habitable, contrairement au Soleil dont la luminosité augmente, la luminosité de la naine brune décroît. Donc si vous êtes dans la zone habitable, ça veut dire qu'avant, vous étiez très chaud. Donc ça veut dire que vous aviez une atmosphère de vapeur d'eau qui s'est condensée après. Ça, ce n'est pas forcément un problème, parce que pour perdre cette eau dans cette phase de vaporisation, il faut qu'il y ait une forte émission extrême UV, et les naines brunes, a priori, on ne pense pas qu'elles en aient, ou en tout cas, elles n'en ont pas beaucoup. Après, du point de vue climatique, c'est très intéressant parce qu'il y a un énorme recouvrement entre le spectre de la naine brune et le spectre d'émissions thermiques de la planète. Donc, est-ce qu'il y a un effet de serre quand il y a un tel recouvrement? Si l'atmosphère bloque le rayonnement thermique de la planète, elle va aussi ne pas permettre au rayonnement de se déposer pareil. Et bon, voilà, il y a des choses intéressantes sur lesquelles on est en train de travailler. Sur les biosignatures, on peut se poser des questions. J'ai insisté tout à l'heure sur la photosynthèse en disant que c'est peut-être, ça n'est qu'un des métabolismes du vivant, mais c'est peut-être un des seuls qu'on connaisse qui peut générer des signatures observables à distance. Chez nous, la photosynthèse, elle utilise le rayonnement visible. Alors, est-ce qu'elle saurait utiliser le rayonnement infrarouge? Donc ça dépend de à qui vous demandez, puisqu'il y a grosso modo, il y a plusieurs hypothèses sur l'origine de la photosynthèse. Il y a ceux qui pensent que ça vient d'un moyen de protection, donc plutôt du côté des UV. Au départ, on peut pas, la vie, la bactérie, elle n'a pas dit un jour, bon, je vais inventer la photosynthèse, il faut que je fasse un truc qui est compliqué comme une centrale nucléaire, mais je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. Il faut que ça serve à faire quelque chose avant de servir à faire la photosynthèse. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que c'est un mécanisme ultra compliqué. Donc il faut que ça serve à quelque chose, soit ça a pu être, c'est peut-être d'autres hypothèses, soit ça a pu être un déflecteur UV, quelque chose pour se protéger des UV, quand il n'y avait pas d'ozone sur Terre, soit ça a pu être des capteurs infrarouges pour savoir trouver les sources chaudes, les endroits où il y avait des nutriments, des trucs comme ça. Alors si on fait, il faut savoir que normalement pour casser une molécule d'eau, il faut des photons de très courte longueur d'onde. Quand la physique le fait tout seul, c'est en dessous de 240 nanomètres, donc c'est des UV très 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 durs. La vie, elle le fait avec du visible, donc la vie est capable de stocker les photons pour casser une molécule d'eau. En moyenne, elle utilise 8 photons visibles pour casser la molécule d'eau. Donc pourquoi pas en utiliser 20 ou 30 en le prenant dans l'infrarouge? J'en sais rien. En tout cas, si la vie a pu développer une atmosphère riche en oxygène, il n'y aura pas de couche d'ozone, parce qu'il n'y a pas d'UV de la naine brune pour faire une couche d'ozone. En même temps, il n'y a pas besoin d'ozone puisqu'il n'y a pas d'UV. Donc la nature est bien faite. La nature est bien faite. Mais par contre, nous, pour le détecter, ça va être difficile, parce qu'on ne peut pas détecter l'ozone. Et pour détecter l'oxygène, l'arrêt à 760 nanomètres, il faut qu'il y ait du rayonnement réfléchi à 760 nanomètres. Mais la naine brune, elle n'émet pas à 760 nanomètres. Donc on ne saura jamais s'il y a de l'oxygène sur cette planète. Alors on réfléchit à des choses, bon je ne vais pas vous en parler d'autre façon, mais c'est rigolo. Alors du coup, si je reviens à la question des biosignatures, par un grand détour, on s'était dit, quelle est l'interprétation qu'on peut faire? On sait que la vie sur Terre génère une atmosphère riche en oxygène.
Et nous, on sait que c'est la vie qui le fait, mais est-ce que l'observateur va savoir ça? Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres phénomènes qui créent ça? Donc moi, ça, par exemple, c'est là-dessus que j'ai passé ma thèse. J'ai essayé de reproduire l'atmosphère riche en oxygène par des moyens non biologiques, notamment par photochimie et abiotique. On sait qu'il y a de l'oxygène, de l'ozone dans l'atmosphère de Mars, il y en a dans l'atmosphère de Vénus, il y en a même dans les atmosphères des lunes glacées de Jupiter et de Saturne. C'est produit par la photochimie. Vous cassez le CO2, vous faites de l'oxygène, et cet oxygène se recombine et finit par donner de l'ozone, ou vous cassez de la vapeur d'eau, ça marche aussi. Donc est-ce que la photochimie pourrait se faire passer pour ce qu'on a sur Terre? Alors donc moi ce que j'en avais conclu, c'est oui pour la partie réfléchie, notamment par des phénomènes qu'on pense qui se sont passés sur Vénus, c'est-à-dire on vaporise l'eau, on photodissocie l'eau, on perd l'hydrogène et on garde l'oxygène. Donc si vous faites ça sur Terre, vous avez 270 bars de vapeur d'eau, vous gardez 220 bars d'oxygène, ça fait beaucoup quand même. Mais par contre, dans aucun cas, je suis arrivé à reproduire dans l'infrarouge la signature triple de l'eau, du CO2 et de l'oxygène. Même en me mettant dans des cas, donc bon, ça c'est intéressant, c'est que un travail, mais donc du coup, voilà, je n'arrive pas quantitativement, avec de la simple physico-chimie atmosphérique, à avoir la signature de l'eau, du CO2, excusez-moi, il y a une erreur ici, c'est ozone, c'est pas O2, c'est O3. Alors en réponse à mon travail, là je fais le gars qui remonte ses papiers, des gens qui ont été méchants avec lui et qui disent « ouais, ils ont dit que… » Mais oui. Donc il y a eu ce papier qui a dit oui, celle-ci ça dit ça, mais en fait c'est pas vrai, même dans le visible, O2, si on le voit, c'est quand même la vie, nous on n'arrive pas à voir, il a surestimé la production abiotique de O2, O3. Alors c'est vrai que j'étais pas allé de main morte dans la gamme des domaines que j'avais explorés, notamment je m'étais mis dans des conditions on va dire martiennes, où la surface ne consomme pas du tout, c'est complètement oxydée et ne consomme quasiment plus de O2, O3, contrairement à la Terre où on a des gaz volcaniques réduits, on a de la réduction dans les océans qui consomment l'oxygène. Donc moi j'avais regardé un peu les maxima qu'on pouvait avoir, parce que je me suis dit, une exoplanète, on ne sait pas de quoi ça va être fait et on aura du mal à le savoir à distance. Donc le groupe de Gemcasting, là ici, ils ont l'approche un peu différente, ils prennent vraiment la Terre à chaque fois. Et donc, grosso modo, leur vision, c'est que je n'ai pas modélisé de façon réaliste la Terre, parce que je n'ai pas pris en compte ces phénomènes d'oxydation qui vont consommer l'oxygène par les gaz volcaniques, etc. Donc ça, c'était juste pour vous mentionner. Donc eux, ils sont très confiants par rapport à ça. Moi, je reste sur l'idée qu'il faut s'autoriser une grande diversité de possibilités sur ces planètes-là. Donc voilà, j'avais été référé du papier, il m'avait dit oui, mais bon, si une planète se forme à partir d'un nuage moléculaire, ça doit donner un truc comme la Terre. Bon, moi je crois qu'en fait on peut avoir une très grande diversité au niveau chimique, ne serait-ce que les météorites dans le système solaire, on les classifie par leur niveau d'oxydation, donc je pense qu'on peut créer une grande diversité de planètes. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, je crois que ce qui est très important pour les biosignatures, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire l'ozone c'est une bonne biosignature, l'oxygène c'est une bonne biosignature, il faut observer et regarder ce qu'on voit et essayer de comprendre ce qu'on voit, en ayant tous les éléments du contexte. Donc simplement ici, je replace cette phrase qui est relative aux expériences exobiologiques embarquées sur les landers de Viking martiens. Vous savez, il y a des expériences exobiologiques, bon, dans certains talks je les détaille un petit peu, et on les comprend maintenant parce qu'on a une autre vision de la composition chimique du sol martien, mais elles auraient pu être interprétées comme franchement très positives. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Si les informations obtenues à partir des autres instruments embarqués n'avaient pas été disponibles, la seule donnée des expériences exobiologiques aurait sûrement été interprétée comme une indicatif de la présence d'activité biologique dans le sol martien. » Donc je pense que voilà, il y a eu à une époque une discussion sur pour les exoplanètes, il faut aller dans le visible pour chercher l'oxygène. Je crois qu'il faut rassembler toute l'information qu'on peut avoir, parce qu'il n'y aura que quand on aura le contexte le plus détaillé possible qu'on pourra éventuellement identifier des anomalies par rapport à ce que la simple physico-chimie ferait. Cette anomalie, ça peut être une atmosphère riche en oxygène, ça peut être quelque chose de complètement différent. Donc le contexte physico-chimique est très important. Il ne faut pas faire confiance, je pense, à ce qu'on présente comme des biomarqueurs universels. Une biosignature, c'est un concept qui est quantitatif. Il faut se demander combien, par exemple, dans ce cas-là, il y a d'ozone ou tel autre composé.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'atmosphère? Avec quoi on trouve cet ozone-là? Quel est par exemple le spectre de l'étoile pour comprendre la photochimie qu'il peut y avoir, et en prenant en compte tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on sait sur la planète, sa taille, ses dimensions, son irradiation, est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on observe avec un modèle simple? Ou est-ce qu'il y a une anomalie et que éventuellement on peut la résoudre en invoquant un processus biologique? Donc c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les prochains instruments qui nous feront de la caractérisation assez primitive nous donneront ce genre de réponse. Et donc du coup, je ne crois pas qu'il faut se battre sur ce critère-là. Il faut prendre les photons là où on les trouve et prendre en compte tout ce qu'on sait sur un système planétaire. Voilà, donc là j'espère que je n'ai pas fait pareil. Voilà, donc qu'est-ce qu'on devrait faire selon moi? D'abord, c'est étudier un cas varié d'étoiles, et pas se focaliser d'ailleurs sur le cas terrestre, c'est-à-dire voir aussi ce qu'on trouve autour d'étoiles de types différents. C'est pas parce que je vous dis qu'avec mon modèle, telle planète est hors de la zone habitable qu'il ne faut pas regarder, parce que justement, il faut bien confronter ces modèles aux observations. Donc, les planètes qu'on trouvera un peu à l'intérieur de la zone habitable, un peu à l'extérieur, sera intéressant pour voir ce qui s'y passe, et pour voir la diversité de ce qu'on aura, des systèmes à des âges différents. Et la question des biosignatures, éventuellement, n'interviendra qu'après une caractérisation assez profonde de ce qu'on peut dire sur la physico-chimie, du climat, etc. Donc ça demandera du temps, c'est frustrant, j'étais le premier à être frustré par ça, mais il faudra plusieurs instruments, des gros instruments avec un rapport signal sur bruit important qui couvriront plusieurs domaines de longueur d'onde. Donc la prochaine génération d'instruments, même si on est ambitieux et qu'on fait des choses comme TPF ou Darwin, trouvera peut-être des candidats intéressants, mais n'aura certainement pas la possibilité d'avoir une conclusion forte sur la présence de vie, sauf bien sûr si on trouve un signal qui nous dit « Coucou, voici l'encyclopédie galactique, amusez-vous ». Mais je ne pense pas. Parce qu'on ne connaît pas encore justement cette diversité des systèmes planétaires et que donc il faut l'explorer pour avoir une meilleure idée de tout ce qu'on peut trouver. Et bien sûr avec cette problématique que l'absence de signes de vie n'est pas la démonstration de l'absence de vie. Voilà. Des planètes... voilà, les planètes qui contiennent de la vie, une vie ostentatoire, une vie qui présente des signes forts dans son spectre, c'est peut-être une toute petite fraction de la vie qu'on trouve dans l'univers. Donc voilà, on est très biaisé quand on part de ça, mais bon, c'est notre base de travail et il faudra acquérir des spectres d'autres étoiles pour pouvoir commencer à faire ça. Donc moi j'ai fini là, j'ai un truc rigolo sur Mars après, mais c'est pas obligé.